Joseph de Beyrouth, professeur de théologie fondamentale et de géopolitique des religions. Et actuellement, Fadi Daou est venu de l'Université de Genève où il est chercheur. Il est auteur de plusieurs livres, études. Il y en a un que je vous recommande, c'est L'hospitalité divine, coécrit avec Naïla Tabbara, et qui, entre autres, de l'autre côté de la Méditerranée, est diffusé par Chemin de Dialogue à Marseille. Et il a reçu plusieurs prix de différents pays pour son engagement en faveur du dialogue et de la paix. C'est lui qui a choisi le titre de la conférence, le Liban, pays du vivre ensemble, les leçons d'un échec. Et vous savez que quand le pape Jean-Paul II s'était rendu dans une lettre apostolique qu'il avait écrite aux chrétiens et à d'autres sur le Liban, il avait dit le Liban est plus qu'un pays, c'est un message de liberté et de pluralisme, un exemple pour l'Orient comme pour l'Occident. Et Fadi Daou aime rappeler une autre phrase qui se trouvait dans ce discours de Jean-Paul II, la disparition du Liban serait sans aucun doute l'un des plus grands remords du monde. Donc voilà, je laisse la parole à Fadi Daou. Nous sommes très heureux que tu nous parles. Tout à l'heure, on m'a demandé si le conférencier était libanais. Oui. Et on fera comme d'habitude un temps pour écouter le conférencier. Et puis après, que ce soit dans la salle ou les gens qui sont en Zoom, le temps des questions. Shukran Christophe, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde ici présent et ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Je voudrais, même si c'est une répétition, de dire ma joie d'être là, accueilli à Al-Muwafaqa de nouveau, remercier le directeur, toute l'équipe, et ma joie d'être au Maroc aussi. C'est vrai, je suis libanais, je suis citoyen libanais, citoyen français, je dirais citoyen du monde, et de cœur, je me considère aussi citoyen de ce beau pays que j'aime beaucoup, le Maroc, et je suis très heureux d'être là de nouveau. Je sais que j'ai probablement choqué, sinon déçu, les organisateurs par le titre de la conférence. Je crois que quand ça m'a été demandé, l'idée aurait été sans doute l'inverse, de présenter le succès de ce modèle. Mais je suis connu d'être, tout en étant très engagé en faveur de la paix et de l'entente, du dialogue, du vivre ensemble interreligieux et citoyen. Mais je suis aussi quelqu'un de très réaliste, peut-être de par mes engagements et ma profession, joignant à la fois la dimension culturelle et religieuse, mais aussi politique et géopolitique. Et donc, je pense que les étudiants qui sont dans la salle, ils ont déjà pas mal, permettez-moi le terme, peut-être bavé d'analyse et de critique géopolitique qui nous poussent à être terre à terre, très réaliste, de voir les choses comme elles le sont et non pas comme nous souhaitons qu'elles le soient. Donc voilà, le Liban, pays de vivre ensemble, les leçons d'un échec. Je vais essayer de faire ça en 5 points. Et les 4 premiers, en fait, c'est plutôt une mise en cadre de la réflexion qui vont être plus rapides. Et le 5e point, j'essaierai de répondre à cette question par 2 approches. La première, c'est de dire, selon mon point de vue, quels sont les critères du vivre ensemble pour pouvoir évaluer et juger un échec. C'est-à-dire, donc je présenterai 5 critères et ensuite 10 points qui, à mon avis, représentent l'échec de ce vivre ensemble et quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cet échec. Sachant que, pour peut-être rassurer Christophe et certains qui nous écoutent, un échec n'est pas définitif, n'est jamais définitif. Donc, un échec, à mon avis, c'est aussi très, très positif parce que ça nous permet d'avancer, mais d'avancer d'une manière peut-être plus solide, plus réelle, plus constructive et plus sûre pour l'avenir. Mais ce qui est très néfaste et dangereux, c'est en fait d'être dans le déni, de ne pas vouloir reconnaître nos échecs, et y compris sur le plan social ou sociopolitique, comme le cas du Liban et du vivre ensemble au Liban. J'avoue aussi que c'est la première fois que je parle de cette manière de la situation au Liban, de cette perspective-là, et c'est la première fois que je nomme cela un échec. Et donc
c'est un exercice qui est exigeant pour moi aussi, étant libanais, étant milité beaucoup pour ce pays et dépensé une bonne partie de ma vie et de mon énergie pour justement le succès de cette expérience et que finalement, je suis contraint de reconnaître qu'on n'a pas tellement réussi. Alors, pour poser le cadre de la réflexion, désolé pour ceux qui sont experts en histoire et connaissent l'histoire du Liban, mais je voudrais dire un mot de l'histoire d'abord de ce pays, parce que son histoire est très liée aussi à son expérience de vivre ensemble et l'échec de cette expérience. Souvent, j'ai l'impression, peut-être pas ici, pas dans cette salle ou ceux qui nous écoutent, mais en général, il y a une sorte d'une connaissance un peu superficielle en fait, de l'histoire du monde arabe en général, d'ailleurs, qu'on simplifie beaucoup trop, à mon avis. D'ailleurs, c'est le problème un peu partout dans le monde aussi, sans prendre en compte les spécificités de chaque pays et les itinéraires de chaque peuple et de chaque pays. Alors, le Liban, je prétends, a un itinéraire assez particulier dans la région du Moyen-Orient et même du Proche-Orient. C'est vraiment, il y a une spécificité très claire par rapport à l'histoire de ce pays. Je ne veux pas commencer à partir des Phéniciens et donc de tout l'héritage culturel, historique de cette expérience assez particulière en fait de ce petit peuple au bord de la Méditerranée, cette côte orientale de la Méditerranée qui va naviguer dans la Méditerranée et établir déjà des liens sur les deux rives sud et nord de la Méditerranée, de Carthage à Marseille, et certains disent beaucoup plus loin aussi. Donc il y a, mais ceci fait partie de l'histoire profonde de ce pays, qui est un pays fondamentalement méditerranéen, fondamentalement tourné vers la mer et non pas vers l'intérieur. Et ceci est une caractéristique qu'on va retrouver tout au long de l'histoire du pays, y compris l'histoire contemporaine et actuelle. Et puis, donc après cette phase phénicienne, romaine, l'essor de Beyrouth avec son école de droit durant l'Empire romain, on entre après les conquêtes arabes dans une autre phase qui va toujours être une phase d'interaction culturelle, je dirais, sauf une exception sous le royaume des Fatimides, en fait, les 12e, 14e siècle, où il va y avoir une forme de persécution envers les minorités, et notamment la minorité chrétienne dans ce pays, qui va aussi marquer la mémoire des Libanais, et notamment la communauté chrétienne. Un exemple que je vous donne, au début du XIVe siècle, le patriarche de l'église maronite, donc l'église la plus importante démographiquement et historiquement dans ce pays, fut brûlé vif donc à Tripoli, une des grandes villes du Liban, et ceci reste cette image, une parmi d'autres, marque beaucoup les Libanais, notamment chrétiens, avec beaucoup de récits, parfois exagérés, autour d'une crainte ou d'une possible persécution qui peut arriver. Je saute tout de suite parce que ce qui est plus connu, en fait, c'est l'époque ottomane, l'Empire ottoman qui règne dans cette région du monde. Sauf que ce qu'on ne connaît pas souvent, c'est qu'entre 1516, dès le début de l'Empire ottoman, en fait, jusqu'en 1842, donc on a 3 siècles, durant l'existence de l'Empire ottoman dans cette région du monde, le Liban va jouir d'une certaine semi-autonomie, je dirais, à l'intérieur de l'Empire ottoman. Donc il va être nommé d'ailleurs un émirat, une sorte de principauté. Alors ce n'est pas le Liban que nous connaissons aujourd'hui dans ses frontières actuelles, c'est plutôt ce qu'on appelle le Mont Liban. En fait, c'est un peu le cœur du Liban, qui va avoir un régime politique particulier à l'intérieur de l'Empire ottoman, et où on va avoir en fait la succession de 2 grandes familles qui vont régner comme les princes de ce Mont Liban. Très intéressant d'ailleurs de savoir, c'est que ces 2 familles ne sont pas chrétiennes. C'est-à-dire la première phase, enfin, la famille Man, c'est une famille druze, d'où vont être donc issus les princes qui vont gouverner le Mont Liban. Et la deuxième phase, c'est les princes Shehab, qui sont des musulmans sunnites. Donc jusqu'en 1842. Alors que les gens pensent qu'à cette époque, le Liban était très majoritairement chrétien, surtout le Mont Liban. Et en fait, les émirs étaient druzes et sunnites, sachant que
il y a des débats assez intéressants entre des historiens, parce qu'on sait que certains émirs se sont convertis. Par exemple, la famille Chehab, une grande partie de la famille Chehab au 19e siècle s'est convertie au christianisme. Alors il y a un débat, est-ce que tel émir était vraiment chrétien ou vraiment sunnite, ou les capucins au Liban prétendent qu'ils ont l'acte de baptême du grand émir Fakhreddin qui était druze. On sait qu'il est né druze, il a vécu, parce qu'il s'est marié aussi à des femmes sunnites, peut-être sunnites ou proches des sunnites, et puis on dit qu'il est mort chrétien. Mais tout cela, en tout cas, montre que les frontières entre des communautés n'étaient pas très hermétiques, y compris donc dans ces sphères de gouvernance de la société libanaise ou du Mont Liban de l'époque, jusqu'en 1840. 1840, il va y avoir, bon, c'est aussi l'âge de la décadence de l'autorité ottomane dans la région et en même temps de la montée de l'interventionnisme des autres puissances, notamment européennes, dans l'Empire ottoman, ce qui va commencer à déstabiliser la région. En 1840, il va y avoir à la fin du règne donc, de l'émir Béchir, Chehab, il va essayer en fait de faire une alliance avec l'Égypte contre les Ottomans, qui va échouer et qui va finalement donner lieu à une certaine instabilité dans le pays, qui aboutira à la décision, par pression des forces occidentales sur l'Empire ottoman, d'aller encore plus dans la reconnaissance de l'autonomie du Liban, mais de diviser le Liban en deux régions, ce qu'on a appelé les Qa'em Maqamiyatayn, donc la région sud du Liban gouvernée par un gouverneur druze, la région nord gouvernée par un gouverneur chrétien. Et c'est la première fois où on va diviser ce pays, alors que, donc c'est 1840-42, on va établir ce système, alors que le Liban, comme je viens de vous dire, a été gouverné par des familles druzes sunnites, on ne savait pas qui étaient chrétiens ou non. La plupart, souvent, des enfants de ces émirs, en fait, suivaient leur formation, leur éducation dans les familles chrétiennes. On les mettait dans les familles chrétiennes parce qu'il y avait à l'époque l'essor aussi de l'éducation, je dirais un mot tout à l'heure. Bref, 1842, donc la partition de Liban, tout en restant un Mont Liban, mais avec deux régions, avec deux gouvernorats différents, un druze au sud, un chrétien au nord. Alors quand je dis druze, c'est en fait une confession musulmane, au moins dans la loi libanaise. Elle est reconnue, cette communauté, comme étant une communauté musulmane. Historiquement et théologiquement, c'est une communauté issue de l'islam chiite, fatimide, duodécimain, mais qui a une particularité très, très forte. C'est plus une forme d'un certain soufisme de l'islam. Et cette communauté existe surtout au Liban, Syrie, Palestine, Israël. Donc, 1840-42. Ce système de deux gouvernorats, sud et nord, druzes et chrétiens, va durer jusqu'en 1860. De nouveau, une grande instabilité dans la région, Liban et Syrie, qui va aboutir à des heurts et des confrontations qui vont faire des milliers de morts. À Damas, si ça vous dit quelque chose, il va y avoir 5000 morts en fait chrétiens. La grande majorité, c'est surtout les chrétiens qui vont payer le prix de cette instabilité. Tués donc à Damas, une figure importante connue dans cette phase, c'est l'émir Abdelkader, qui à l'époque donc était à Damas, et il va lui-même protéger les chrétiens contre donc cette persécution où les musulmans qui tuaient les chrétiens à Damas. Ça va être le même cas au Liban et au Mont Liban. Au Mont Liban, il y aura plus, il y aura à peu près 12 000 victimes, en majorité chrétiennes aussi. Et ça va marquer les esprits. Ça va énormément marquer les esprits. C'est une phase qui va se prolonger dans les mémoires jusqu'à récemment. J'en dirai aussi un mot tout à l'heure rapidement. Donc, à partir de ce moment-là, à cause de cette instabilité, de ces problèmes sécuritaires, il va y avoir des négociations entre l'Empire ottoman qui vont se dérouler à Constantinople le 9 juin 1861, en présence des représentants de la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie. Vous voyez, déjà le Liban occupait beaucoup les intérêts, disons, de ces puissances depuis longtemps. Et on va décider d'un nouveau régime au Liban, donc le Mont Liban, et qui va
on va placer en fait le Liban sous la protection d'une certaine manière de la France, ou une certaine reconnaissance de la part des Ottomans d'un rôle français au Liban, et on va annuler ce système de deux gouvernorats, deux régions. On va réunifier le Liban et on va le mettre sous autorité d'un gouverneur chrétien non libanais. L'accord stipule ainsi. Donc le Liban sera gouverné à partir de 1860 jusqu'en 1920 en fait par un gouverneur chrétien non libanais nommé par les Ottomans en accord avec ces pays occidentaux. Et ce gouverneur chrétien non libanais va être aidé par un conseil représentatif des communautés libanaises. Donc les communautés vont élire un conseil local qui va être un peu le petit gouvernement avec ce gouverneur non libanais. Et ça va être pareil de 1860 jusqu'à la fin de la Première Guerre. Souvent, ce gouverneur était en fait choisi parmi les Arméniens, parce qu'il fallait trouver un chrétien qui connaît un peu la région et qui n'est pas libanais et qui peut gouverner ou être le gouverneur de ce pays avec le conseil local. Donc c'est pour cela que j'ai dit dès le début, c'est une histoire assez particulière. Il faut la connaître pour savoir pourquoi ce Liban a été tellement présenté comme étant un pays spécifique et je dirais tout à l'heure, non seulement au niveau du vivre ensemble, mais au niveau de la construction d'un pays au sein du Moyen-Orient et du monde arabe. 1920, la fin de l'Empire ottoman et la déclaration du Grand Liban, de la République du Grand Liban. Alors pourquoi on dit Grand Liban? Parce qu'en fait, jusqu'en 1920, on parlait du Mont Liban. Le Mont Liban, c'est cette principauté depuis 1516 en fait, qui a existé comme entité politique. Elle était dépourvue des grandes villes comme Beyrouth, la capitale en fait, parce que les Ottomans ont gardé toujours pour eux la gouvernance des grandes villes de Beyrouth, de Tripoli, et ceux qui connaissent un peu la géographie libanaise, de la plaine de la Bekaa, qui c'est la grande plaine entre le Liban et la Syrie. En 1920, le Liban réussit à récupérer ces parties donc de sa géographie selon les fondateurs du Grand Liban, la République libanaise, qui ont considéré que ça fait partie des frontières naturelles du Liban, et du territoire naturel. Et donc le général Clémenceau à l'époque accorde cela aux Libanais, et notamment, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la personne qui a présidé la délégation libanaise à Versailles pour négocier la déclaration du Grand Liban, la personne qui a présidé, déléguée par les autres Libanais, c'est le patriarche maronite. Le chef de l'église maronite, le patriarche Hawaïek, c'est lui qui parlait au nom de tous les Libanais en 1919 à Versailles, réclamant le Grand Liban. D'ailleurs, quelque chose d'assez intéressant dans les mémoires du patriarche qui ont été récemment publiées, parce qu'on a célébré le centenaire il y a presque 2 ans du Grand Liban. Il paraît, dans ce qu'on lit dans ses mémoires, que Clémenceau lui dit Éminence, vous savez, ce que vous demandez n'est pas dans l'intérêt des chrétiens. Parce qu'en fait, le patriarche demandait l'annexion ou la récupération des territoires, de ces parties du territoire. Et en fait, ces parties du territoire étaient très majoritairement habitées par les musulmans, notamment sunnites, la Bekaa et Tripoli, Beyrouth, et chiites dans le sud du Liban. Et la réponse très intéressante du patriarche, et je pense que c'est une leçon de vivre ensemble, qui répond à Clémenceau, il lui dit « Mais Monseigneur, l'intérêt des chrétiens, c'est de vivre avec les autres. » Et il obtient, en fait, la reconnaissance donc, du territoire libanais, ce qu'on va appeler le Grand Liban, qui va être mis sous mandat français entre 1920 et 1943, donc une vingtaine d'années où la France, il va y avoir une sorte de mandat, mais tout en ayant le Liban déjà sa constitution, son parlement élu, son président élu, mais avec aussi un lien spécifique avec la France. Jusqu'en 1943, l'indépendance totale du pays. Alors, l'indépendance du pays est un moment assez décisif aussi au niveau du vivre ensemble. À l'époque, on a parlé en fait du pacte national libanais. Alors, c'est un peu le contrat social libanais. Je vais anticiper, changer un peu, parce que je vois le temps passe très vite aussi, l'ordre de ma présentation pour vous dire tout de suite un mot de ce pacte national.
on l'a synthétisé ou résumé en deux noms, deux négations. Alors, quelles sont ces deux négations? En fait, dans les années 30-40, si j'ai le temps, j'y reviendrai pour dire un peu le pourquoi par rapport à cela. Il y avait deux tendances très fortes au Liban. Une tendance nationaliste arabe, c'est en fait le moment de la naissance du grand nationalisme arabe après l'effondrement de l'Empire ottoman. C'est la grande question pour les Arabes. Est-ce qu'il faut qu'on soit un seul pays, tous les Arabes? Donc une nation, un État-nation, à l'image par exemple de ce que Atatürk a fait en Turquie, un État-nation turc. Et c'était la mode de l'époque, donc de construire des États-nations. Donc si les Arabes sont une nation, alors il faut faire un État-nation unifié. Et donc il y avait cette tendance. Ce n'est pas vrai que les musulmans représentaient cette tendance ou portaient cette tendance, parce que les vrais fondateurs du nationalisme arabe, en majorité, c'est des chrétiens. Les premiers chefs des partis politiques nationalistes arabes, que ce soit ba'athiste ou ailleurs, c'est des chrétiens, Michel Afla et d'autres. Donc ce n'est pas un clivage religieux ici, c'est un clivage politique, c'est une option politique. Donc, et il y avait des élites séduites par l'idée nationaliste et ils voulaient essayer de construire donc un nationalisme. Et il y avait d'autres élites qui avaient d'autres approches en fait. Et là, c'est vrai, cette autre partie des élites était davantage chrétienne et qui voulait absolument préserver cette spécificité du Liban et ne pas le laisser se fondre dans un nationalisme arabe qui lui ferait perdre son identité et sa spécificité. Et donc qui réclamait en fait l'existence d'un Liban complètement indépendant des autres pays arabes. Donc il y avait ce débat. Et ceux qui poussaient vers l'indépendance du Liban, en fait, s'attachaient au mandat français et même demandaient de renforcer cette relation avec la France pour s'assurer que si il va y avoir un État arabe uni à côté du Liban, que cet État arabe uni n'avale pas le Liban ou ne menace pas l'existence du Liban. Donc pour eux, il fallait être protégé, il faut une autre force qui garantirait l'existence de ce Liban dans sa spécificité. Donc il y avait ces deux tendances. Ceux qui tiraient plus vers, je dirais, vers l'intérieur, vers l'arabisme, et ceux qui tiraient plutôt vers la Méditerranée, vers l'Occident, vers la spécificité du pays. Et en 1943, on a dit que les deux ont renoncé à leur projet. C'est pour ça qu'on a parlé de deux négations. Donc ceux qui voulaient un lien plus fort avec la France, une sorte de protectorat, ils ont accepté de renoncer à cela. Et ceux qui voulaient rattacher le Liban à un État arabe, un État-nation arabe, ont accepté aussi de lâcher ce projet. Et donc, les deux parties ont accepté de construire ensemble ce pays à la base de cette double négation. D'ailleurs, un grand diplomate et journaliste, peut-être vous connaissez pour les francophones le journal L'Orient le jour, qui à l'origine s'appelait L'Orient, c'est-à-dire il y avait deux journaux, L'Orient et L'Orient le jour, qui ont fusionné dans les... Donc le fondateur de L'Orient, Georges Nakache, un des très grands auteurs, diplomates et journalistes, il avait écrit ce jour-là, deux négations ne font pas une nation. Donc on ne peut pas construire un pays sur deux négations. Il ne suffit pas de renoncer à deux projets pour avoir un nouveau projet. Il faut un vrai projet pour construire un pays. Et à mon avis, personnellement, il s'est trompé. Et malheureusement, je pense que parmi l'élite pensante d'aujourd'hui, on utilise beaucoup sa citation de manière, je pense, qui mériterait davantage d'analyse et de mise en contexte. Parce que je pense qu'il s'est trompé. Ce ne sont pas deux négations, en fait. Le projet, ce n'était pas de construire sur le refus de se fondre dans un arabisme ou de rester un allié de l'Occident. Le projet, c'était de sortir du nationalisme et aussi de la peur de l'islam d'une certaine manière et de l'arabisme et de construire un État sur la base du vivre ensemble. Alors ça, c'est le défi en fait qui a échoué. Et c'est ça ce qui est très grave aujourd'hui. Et donc Christophe a rappelé les paroles de Jean-Paul II, j'y reviendrai aussi. Donc, à mon avis, le contrat social libanais n'est pas un contrat basé sur ces deux négations, il est un contrat basé sur le pluralisme. C'est-à-dire on accepte que nous sommes une nation plurielle et que chaque entité renonce à menacer l'autre par la quête d'un appui externe. C'est ça le contrat social libanais. Et à mon avis, c'est un contrat, c'est là où se trouve l'exemple d'un contrat social. C'est de dire que nous formons une nation plurielle avec notre pluralité et nos différences,
Et la garantie de l'existence de cette nation sera le renoncement de chacun de chercher un pouvoir externe pour dominer l'autre. Et à la place de cela, c'est d'accepter une gouvernance partagée ou une participation à la gouvernance de ce pays et de vivre ensemble dans ce pays. Et à mon avis, ça, c'est pas du tout une affaire de dénégation, ça c'est un choix extrêmement courageux, extrêmement fort, sachant le contexte dans lequel se trouvait et se trouve encore le Liban. Malheureusement, je reviens un peu au cadre historique, ce qui se passe, c'est que ce Liban réussit à partir de 1943 à s'établir comme étant un État extrêmement, avec un grand succès. Juste pour mentionner comment dire, le revenu moyen du Libanais dans les années 50 et 60 était supérieur à la plupart des pays européens, supérieur à la Suisse dans les années 50-60. L'aéroport de Beyrouth était le 7e aéroport du monde en 1957. Les 5 premiers étaient aux États-Unis, le 6e c'était Heathrow à Londres et le 7e c'était Beyrouth. Donc c'était un pays, ce qu'on dit d'ailleurs le gouverneur de Dubaï d'aujourd'hui, qui passait beaucoup de son temps avec sa famille au Liban, parce que c'était un peu l'Eldorado de tous ceux qui avaient les moyens pour venir passer du temps au Liban. Il avait écrit dans ses mémoires qui ont été récemment publiées il y a quelques mois, qu'il rêve qu'un jour il aurait un pays comme le Liban. Alors que Dubaï aujourd'hui, on ne peut plus comparer ce que est devenu le Liban et les autres pays voisins. Alors pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'éléments, j'en passe, mais principalement en 69, il va y avoir un tournant tragique dans l'histoire du Liban. Et à mon avis, un tournant tragique, et pour moi c'est une leçon assez importante. Souvent, on peut détourner le cours de l'histoire pour des raisons extrêmement futiles. L'histoire n'avance pas toujours grâce à des grands choix et des grandes décisions et nobles et importants. Parfois, le cours de l'histoire peut changer juste à cause de l'ambition, par exemple, de certains leaders libanais, en l'occurrence chrétiens, qui faisaient de la compétition pour devenir le président de la République. Et donc, on va finir en 69 à signer un accord qui s'appelle l'accord du Caire, où le chef de l'armée libanaise à l'époque signe avec les autorités égyptiennes un accord qui permet aux factions palestiniennes réfugiées au Liban après donc l'exil des Palestiniens en 1948, une partie vers le Liban, puis 1967. Donc on va signer un accord qui autorise les Palestiniens à s'armer et à mener des opérations armées contre Israël à partir du sud du Liban. Ça, c'est le tournant néfaste de l'histoire du Liban, et ce n'est pas la faute des Palestiniens, c'est la faute des dirigeants chrétiens, pour préciser, libanais, qui, en fait, la raison pour cela, c'est d'obtenir le soutien de l'Égypte, à l'époque pays très fort, qui pesait au niveau des choix politiques de la région. Je dis c'est un tournant parce qu'en fait, les Palestiniens vont s'armer, Arafat va s'installer au Liban, et finalement, au lieu de mener des opérations contre Israël, ils vont mener des opérations contre les Libanais. Et donc les Palestiniens deviennent ceux qui gouvernent le pays par force. Et ça va paralyser l'État libanais. L'armée libanaise essaye de répondre, de reprendre le contrôle en 73-74, pareil par pression arabe à l'époque, et avec une certaine, je dirais, compromission interne. À ce moment-là, en 69, c'était davantage des dirigeants chrétiens. Là, 73-74, c'est plus les dirigeants musulmans sunnites qui vont soutenir les Palestiniens et donc refuser que l'armée libanaise reprenne le contrôle du pays. Donc l'armée s'effondre concrètement. Alors quand une armée s'effondre, c'est les milices qui naissent. Et donc chacun veut se protéger et protéger son village, sa communauté, sa famille, sa région. Et on a les milices qui naissent et la guerre civile qui commence. Alors, ce n'est pas toujours une guerre civile parce que c'est une guerre à plusieurs facettes. D'abord, guerre avec les Palestiniens. Donc ça a été au début chrétien contre palestiniens, parce qu'une certaine partie des musulmans ont considéré que les Palestiniens, c'est leur armée au Liban, parce qu'à ce moment-là, il y a eu un réveil
une sorte de réveil politique chez une élite, surtout sunnite au Liban, qui a réalisé qu'en fait ce Liban a été surtout gouverné par les maronites, les chrétiens, et eux étaient un peu exclus du pouvoir. Donc c'était l'occasion de profiter de ce conflit pour dire on veut rééquilibrer les choses au Liban. Et la guerre juste entre 75 et 90 qui va détruire le Liban, 200 000 morts, un pays détruit, une chute aux enfers. Malheureusement, la guerre se termine par la victoire de tous les chefs de milice, avec un rééquilibrage du pouvoir entre les communautés, mais pour moi c'est peu significatif. Le plus significatif, c'est ceux qui ont fait la guerre, les chefs des milices, vont gouverner le pays. Depuis 90 jusqu'à nos jours, ce sont les mêmes qui continuent à gouverner le pays. Ils l'ont gouverné pendant 15 ans par la guerre, maintenant ils le gouvernent par la corruption et aussi par la force milicienne du Hezbollah. Donc, 2000, le retrait d'Israël, parce que je dis que ce n'est pas une guerre civile, c'est aussi une guerre internationale. Israël occupe une partie du Liban, la Syrie occupe une autre partie du Liban. En 2000, Israël se retire. En 2005, la Syrie se retire sous pression d'un certain réveil, élan libanais national en 2005. Si vous avez entendu parler, vous vous souvenez de ce qu'on appelait le printemps de Beyrouth, avant le printemps arabe. Mais tout de suite après, dans ce même contexte, donc en 2005, du retrait syrien, il y a eu l'assassinat du Premier ministre, Hariri, puis l'assassinat d'une grande partie de l'élite en fait, indépendantiste du pays, qui voulait l'indépendance et la souveraineté du pays vis-à-vis de la Syrie, et la même mise de Hezbollah sur le pays. Donc les Syriens se retirent, mais c'est leur allié iranien, pro-iranien syrien, Hezbollah, qui domine la vie politique depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, par le feu et le fer, et aussi par une certaine compromission, je dirais, avec une élite corrompue qui gouverne le pays. Donc aujourd'hui, on synthétise cela au Liban, notamment depuis 2019, avec un nouveau soulèvement des jeunes qui veulent changer la situation dans le pays. On l'appelle l'alliance de la mafia, c'est l'élite corrompue, avec la milice, c'est le Hezbollah. Donc on a ce binôme qui gouverne le pays depuis. Et puis le 4 août 2020, l'explosion du port de Beyrouth, la plus grande explosion non nucléaire dans le monde, qui détruit le tiers de la capitale du pays. 6500 blessés, 220 morts. Il faut imaginer la situation apocalyptique dans les rues. Celui ou celle qui a vu ça ne l'oubliera jamais. Des 6500 blessés qui marchent dans les rues, qui cherchent une aide, alors que les trois hôpitaux, les plus grands hôpitaux de Beyrouth, étaient eux-mêmes détruits par cette explosion. Donc, inimaginable situation et impunité totale. Impunité totale, on ne peut pas juger ceux qui sont responsables de cette explosion, comme impunité totale à la fin de la guerre en 90. Ceux qui ont fait la guerre ont voté une loi d'amnistie sur tous les crimes de guerre au Liban. Maintenant, on se retrouve dans le même scénario d'impunité totale. Un mot rapide, et je termine avec ce cadre historique pour répondre à la question de la conférence. Le Liban j'ai parlé de sa spécificité, des points d'échec au niveau, non pas du vivre ensemble, mais de la stabilité politique du pays. Le Liban représente aussi, et souvent on confond beaucoup de choses ensemble, et à mon avis, c'est aussi lié, le vivre ensemble et la modernité. Le Liban, c'est aussi le foyer de la modernité au Moyen-Orient. Je dis cela pour vous donner un exemple rapide. La première imprimerie dans tout le Moyen-Orient et dans l'Empire ottoman a été en 1610 introduite dans un monastère libanais dans la vallée sainte de la Kadisha au Liban, où on a imprimé le premier livre en caractère syriaque et langue arabe. Techniquement, c'est une langue qui a été inventée. On utilisait le caractère syriaque, mais pour imprimer l'arabe. Et puis, 1726, le premier livre arabe imprimé, c'est dans un autre monastère grec catholique, Khenchara, aussi au Liban. Donc, l'imprimerie, 1736, ce qu'on appelle le synode maronite, va voter, les évêques vont décider en 1726 que l'éducation est obligatoire pour les garçons et les filles aux frais des églises.
1726. Donc on a des écoles un peu partout dans le monde. Et ce n'est pas vrai que ce sont les missionnaires qui ont apporté l'éducation au Liban. Bien avant cette décision, bien sûr, il y avait des missions, il y avait une présence assez importante sur ce plan-là, mais il y a ça. Pourquoi? Parce que auparavant, le Liban était très en lien avec cette renaissance qui se produisait en Occident, notamment en Italie, 15e, 16e, 17e siècle. L'émir Fakhreddin, que j'ai mentionné, qui a institué l'émirat au Liban, il a passé 5 ans à la Toscane, en Toscane. Il a ramené au Liban des architectes, et c'était vraiment l'essor, disons, de la Renaissance occidentale. Et le Liban était en lien commercial, éducatif, architectural, industriel et autres avec cette Renaissance. Et puis, dans la même période, 1585, il va y avoir la création du collège maronite à Rome. Donc un collège, une sorte de faculté, d'une petite université maronite, donc des Libanais chrétiens maronites, mais fondée à Rome, et qui va jouer un très grand rôle. On parle beaucoup de l'orientalisme, mais il y a eu un occidentalisme aussi. C'est-à-dire il y a eu des savants venant de l'Orient, en fait, et qui apportaient une certaine manière de concevoir l'Orient, et puis rapporter aussi une autre perspective sur l'Occident, qui aboutira au 19e siècle de ce qu'on appelle un Nahda, la renaissance culturelle en Orient, qui commence au Liban, en Égypte, à Alep, en Syrie, et qui va rayonner sur toute cette région-là. Donc le Liban, foyer de modernité. À mon avis, on ne peut pas parler de vivre ensemble sans modernité. Vous verrez pourquoi je dis cela. J'arrive à ma la dernière partie qui répond plus directement à la question de l'échec de vivre ensemble, mais j'ajoute juste avant d'y m'attaquer qu'aujourd'hui, le Liban vit, en fait, j'ai mentionné cette alliance entre la mafia et la milice, vit une sorte de descente aux enfers incroyable. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais à mon avis, qui produit trois violences. La violence sociale, parce que les gens, ça fait 2 ans et demi, n'ont pas accès à leur compte en banque, avec la perte de 93% de la valeur de la monnaie libanaise depuis 2 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc, une violence sociale incroyable. Avant la crise, il y a 5 ans, il y avait 17% de Libanais qui vivaient au-dessus de seuil de pauvreté, en dessous de seuil de pauvreté. Il y a 2 ans, ils étaient 24%. Aujourd'hui, c'est 76% en 2 ans. Donc, une violence sociale incroyable. Cette violence sociale s'accompagne avec une violence éthique à cause de l'impunité, impunité par rapport à l'explosion du port de Beyrouth, impunité par rapport à ces corrompus qui font ça et qui continuent à voler l'argent des gens, et puis une violence politique, parce qu'on fait obstruction à tout changement possible dans le pays. C'est en fait, la Banque mondiale a publié un rapport l'année dernière, elle dit, la banque, donc dans ce rapport, le Liban vit une non-gestion délibérée de la crise par ses responsables politiques. Il y a une non-gestion délibérée de la crise pour continuer à profiter de la situation et en même temps à prolonger leur domination sur le pays. Pourquoi le vivre ensemble est arrivé à un échec au Liban? Il y a, à mon avis, 5 critères pour qu'un vivre ensemble réussisse, au Liban ou ailleurs. Ça, c'est ma manière de proposer, disons, une grille de lecture d'un vivre ensemble. D'abord, un vivre ensemble a besoin d'un cadre citoyen respectueux des libertés et des droits de chacun. On ne peut pas vivre ensemble si on était dominant-dominé. On ne peut pas vivre ensemble s'il n'y avait pas un respect des droits et des libertés. En tout cas, moi, je refuserais de vivre ensemble avec d'autres qui posent des limites pour ma liberté ou mes droits humains. Le patriarche Sphère, le feu patriarche Sphère, pas l'actuel, mais le précédent donc, de l'église maronite, avait dit une parole qui a fait un grand choc en 92 sous l'occupation syrienne, la main mise sur le pays. Il a dit, si nous sommes mis devant le choix de vivre ensemble et de la liberté, nous choisirons toujours la liberté. Et je suis entièrement d'accord avec cette parole. Et j'espère que chaque être humain soit toujours capable de faire ce choix. Le vivre ensemble nécessite un cadre citoyen. Et c'est pour cela que j'ai dit que le Liban qui a réussi à construire un cadre citoyen moderne a pu être une terre de vivre ensemble, parce que ce cadre a pu exister.
Donc, un cadre citoyen respectueux des libertés et des droits de chacun, ça c'est un. Deux, pour un vivre ensemble, il faut des différences apaisées. Si les différences ne sont pas apaisées, on ne peut pas vivre ensemble. C'est-à-dire si les mémoires sont lourdes de conflits non résolus et des blessures non guéries, on ne peut pas vivre ensemble. Le vivre ensemble devient superficiel. Il faut guérir d'abord les mémoires, il faut apaiser, rendre les différences apaisées, et pour arriver à plus que cela, à une appréciation de la différence et de la diversité. Christian de Chergé, de Tibérine, utilise le terme ou l'expression « différence réconciliée ». Si on n'arrive pas à avoir des différences réconciliées capables d'apprécier la diversité, on ne peut pas vivre ensemble. Et ceci est complètement différent d'un nationalisme amorphe qui nivelle tout et qui veut prétendre qu'on peut vivre ensemble quand on renie ou quand on met sous le tapis tout ce qui ou bien fait peur ou bien représente une différence par rapport à l'autre. Pour donner un exemple très concret, j'entends toujours des gens dire au Liban, ou bien plus encore maintenant en Syrie, vous savez, avant la guerre, on était ensemble dans une même école, on ne savait pas qui était le chrétien et qui était le musulman. Ça, c'est ce que j'appelle nationalisme amorphe, même répugnant pour moi. Parce que si on ne sait pas qui est le chrétien et qui est le musulman, ça veut dire qu'on refuse de reconnaître la différence. Et quand on refuse de reconnaître la différence, on ne peut pas vivre ensemble. Ça devient superficiel. Et malheureusement, le nationalisme poussé à l'extrême a propagé cette manière d'envisager la société et le vivre ensemble en société. C'est-à-dire, on devient incolore, inodore. Pour réussir de vivre ensemble, il faut être incolore et inodore. On n'a pas le droit de porter du voile en France, par exemple, où certains candidats à la présidentielle, pour ne pas les nommer ou la nommer, pensent que si on porte le voile dans la rue en France, donc on devient anti-français. C'est répugnant pour moi. Et malheureusement, elle n'est pas la seule de le penser. Et je pense que c'est systémique et ça fait partie. Je suis français aussi, c'est pour cela que je m'autorise de parler en tant que Français, là, pas en tant que Libanais. Il y a cette manière de penser le vivre ensemble qui refuse de reconnaître toute diversité. Je donnais une formation une fois en Jordanie et juste quelqu'un me dit aussi, vous savez, il y avait dans la formation donc 2 collègues qui étaient là, qui travaillaient ensemble depuis 17 ans. Et c'est durant cette formation que le collègue musulman a compris que son collègue était chrétien. Je leur donnais ça en exemple. Je dis, mais et ils étaient fiers de dire qu'ils ne savaient pas. Je dis, mais soyez pas fiers. Parce que si vous saviez que votre collègue était chrétien, peut-être le jour de Pâques, qui n'était pas férié à l'époque, vous auriez proposé à lui de travailler à sa place et de laisser prendre des vacances, par exemple. Et inversement. Pourquoi il faut être incolore et inodore pour vivre pour réussir un vivre ensemble? À mon avis, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Et donc, réussir le vivre ensemble, c'est réussir à apprécier la diversité, avoir le courage d'afficher la diversité et de l'apprécier mutuellement. Et ça, c'est deuxièmement. Troisième critère, c'est le principe d'inclusivité. Et là aussi, je parle à moitié en tant que Français, à moitié en tant que Libanais. Et ce n'est pas la laïcité exclusiviste. Je suis très laïque et c'est aussi ma profession d'enseigner de la géopolitique. Mais une laïcité qui n'est pas capable d'être inclusive, elle est contre le vivre ensemble aussi. Le vivre ensemble demande une gouvernance inclusive, c'est-à-dire une gouvernance qui reconnaît. Moi, je rêve qu'un jour en France, on puisse fêter officiellement pour tous les Français Al-Adha, que ce soit un jour férié pour tous les Français. Pourquoi pas? Pourquoi le lundi de Pentecôte est férié et Al-Adha n'est pas férié? Et pourquoi dans tel ou tel autre pays il y a une histoire pour chaque pays, il y a souvent une culture dominante, je disais à mes étudiants, qui se dégrade au sens pas négatif, mais qui se transforme en une culture ambiante, c'est vrai, mais si on veut vivre ensemble, il faut une gouvernance inclusive aussi, et qui se reflète au niveau symbolique, au niveau des symboles d'un pays, y compris les fêtes, par exemple, nationales, mais aussi au niveau des lois. Quatrième critère, c'est une société civile transcommunautaire. On ne peut pas vivre ensemble si on est empêché de se rencontrer et de nous engager mutuellement, c'est-à-dire mixité démographique. On ne peut pas vivre ensemble si on vit dans des ghettos.
C'est le problème, un des problèmes majeurs, à mon avis, dans certains pays où on met des populations dans des ghettos. On ne construit pas le vivre ensemble avec la ghettoisation des populations, ou bien on peut, quand je dis société civile transcommunautaire, donc mixité démographique, vie associative mixte aussi, mariage civil ou mariage mixte, tout ce qui permet un engagement mutuel dans la société, on en a besoin pour en faire un vivre ensemble. Cinquièmement et dernier critère, pour vivre ensemble, il faut une culture citoyenne qui met au défi éthique tout discours religieux fermé sur lui-même. C'est-à-dire, le vivre ensemble a besoin d'une société suffisamment courageuse, une élite intellectuelle dans la société qui fait du challenge, du défi par rapport au discours religieux et théologique. Les religions ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. La liberté d'expression, la liberté de conviction, de culte, de foi, il faut la respecter. Mais il faut aussi la mettre au défi. C'est-à-dire que si dans une faculté de théologie, j'enseigne que le christianisme est la seule vraie religion, il faudrait que je puisse avoir à côté un cours dans la faculté de philosophie ou de sciences religieuses pour parler de l'histoire des religions et avec une approche très critique aussi. Si on n'a pas ça, c'est-à-dire on a un discours idéologique dominant dans une société et qui ne va pas favoriser le vivre ensemble. Ce sont les 5 critères. Alors, en fonction de ces 5 critères, je termine par les leçons de l'échec. Et je vais aller plus vite. J'ai 10 points qui reflètent l'échec du vivre ensemble au Liban. Pourquoi on a échoué alors qu'on avait un cadre propice, comme vous l'avez vu, j'ai essayé de montrer, un cadre qui n'est pas nationaliste amorphe, même si certains Libanais pensent et souhaitent, en fait, ils ont une certaine nostalgie, un regret que ce nationalisme n'a pas réussi au Liban, mais un cadre inclusif, relativement moderne, et qui était, à mon avis, capable donc d'aider cette expérience de vivre ensemble à donner son fruit. Pourquoi ça n'a pas marché? D'abord, ça n'a pas marché parce que le discours religieux, et quand je dis discours religieux, c'est à la fois le discours des représentants de communautés religieuses, le discours officiel, et le discours théologique, n'a pas contribué à la consolidation du contrat social. Le contrat social au Liban, je vous ai dit, était accusé d'être deux négations. De mon point de vue, c'est plutôt le pluralisme, le choix du pluralisme et donc l'engagement mutuel des deux communautés. Si vous regardez l'enseignement religieux, théologique, chrétien et musulman, et catéchétique chrétien et musulman au Liban depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, c'est un discours de non-vivre ensemble. Peut-être je pousse un peu en disant cela, au moins c'est un discours indifférent par rapport au vivre ensemble. On n'a pas enseigné, on n'a pas donné des raisons religieuses ou théologiques ou catéchétiques pour le vivre ensemble. Et à mon avis, un vivre ensemble, notamment dans des sociétés très religieuses, a besoin des fondements religieux et théologiques. On n'a pas fait ça, ni dans la théologie, et je peux vous donner des exemples. Je veux vous donner un exemple anecdotique. J'ai milité pendant des années pour introduire à la faculté majeure, la plus importante de théologie au Liban, un cours sur la théologie chrétienne de religion, ce que l'Église, notamment l'Église catholique, enseigne aujourd'hui. On a dû militer pendant des années pour introduire ce cours dans le cursus, dans le programme. Et une fois on a réussi de l'introduire, donc un collègue l'a enseigné pendant un temps, puis moi j'ai repris l'enseignement de ce cours, et qui n'a pas duré longtemps. Parce qu'un jour, je reçois un email, un été, au début de l'été, du doyen de la faculté, en disant « Cher professeur, nous n'aurons pas besoin de vous l'année prochaine. » Alors je lui dis « C'est super, parce qu'en fait, moi, ça me coûte, c'est-à-dire c'est très difficile pour moi d'enseigner, parce que je voyageais beaucoup, c'est trop compliqué d'arranger mon temps et tout. » Je lui dis « Très bien, dites-moi qui est le professeur que vous avez trouvé pour lui donner tout mon cours, et je suis prêt, si vous voulez, à l'aider au début. » Et la réponse c'était « Non, non, c'est pas qu'on a trouvé un autre professeur. On a trouvé qu'on n'a pas besoin de ce genre de cours. » Et ça, c'est il y a quelques années, c'est pas il y a un siècle. Et donc, il y a un échec religieux. Ce n'est pas le vivre ensemble qui a échoué, c'est les communautés religieuses qui ont échoué face au vivre ensemble, premier point.
je ne vous en dis pas pour l'enseignement musulman. Je pense qu'il n'est pas très différent. Je disais à mes étudiants qui causent aussi beaucoup de challenges, de défis par rapport aux musulmans, mes amis, qui essayent d'adapter un discours qui est enseigné dans les facultés de charia ou le catéchisme musulman, qui ne colle pas du tout ni avec la citoyenneté, ni avec les droits de l'homme, ni avec un discours inacceptable, inaudible, mais qui est encore enseigné dans les facultés de charia et dans le catéchisme. Alors avec des tentatives pour améliorer cela et avec beaucoup d'efforts de courageux musulmans pour adapter autant que possible ce discours, mais ce n'est pas un discours de vivre ensemble. Deuxième point, deuxième raison d'échec, c'est la soumission du religieux au politique. Le grand moufti, si le premier ministre sunnite lui dit on a besoin d'une déclaration qui dit 1, 2, 3, il va le faire. Et alors, c'est vrai que malheureusement, le religieux musulman, c'est-à-dire les leaders, les responsables religieux musulmans au Liban sont davantage soumis à l'autorité politique que les leaders chrétiens. Et même, ce qui est un peu une anomalie, en fait, les 3 communautés religieuses musulmanes au Liban, donc sunnites, chiites, druzes, leur structure fait partie de l'appareil étatique au Liban, alors que les communautés chrétiennes n'ont rien à voir avec l'appareil étatique ou la structure étatique, ce qui est une anomalie. Troisièmement, c'est la soumission du politique au religieux. Aussi, je vous donne un exemple. Depuis les années 50, d'ailleurs en 1936, sous mandat français, nous avons une loi qui dit que le Liban est composé des 18 communautés, à l'époque ils étaient 16, après on a rajouté 2, 18 communautés historiques qui ont formé le pays, donc communauté religieuse historique, 18 parce que en fait, c'est selon les confessions, pas les religions. Donc les 3 religions, communauté juive, à l'époque on l'appelait israélite, communauté chrétienne avec 11 confessions à l'intérieur, et communauté musulmane avec 5 confessions différentes. Donc ça faisait 18 communautés. En plus, le décret de 1936 disait, en plus de la communauté civile de ceux qui ne se reconnaissent pas comme religieux et qui sont sous droit civil. Sauf qu'à l'époque, en 1936, on n'a pas écrit le droit civil de ces gens-là. Les communautés religieuses ont écrit leur droit de statut personnel pour le mariage, l'héritage. Personne n'a écrit le droit pour ceux qui ne veulent pas être soumis aux communautés religieuses. On a fait beaucoup de tentatives et à chaque fois, ça a échoué. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une loi civile, notamment pour le statut personnel au Liban. Et par contre, la Constitution et le droit reconnaissent le droit civil. Donc les gens vont à Chypre ou en France pour se marier civilement et retourner au Liban pour inscrire leur mariage. Il y a des exceptions, mais j'en passe. Donc pourquoi ça n'a pas abouti? Pourquoi on n'a pas réussi à avoir le droit civil au Liban? Pour vous donner un exemple, en 1993, le président de la République présente un projet de loi voté, accepté au gouvernement, devait passer au Parlement. Le grand moufti fait une déclaration en disant si le Premier ministre le signe, on le déclare infidèle. Il le range au tiroir. Donc il y a une forme de soumission aussi du politique au religieux. Et avec cela, on ne peut pas vivre ensemble. Le vivre ensemble touche à ses limites. Quatrièmement, les mémoires non réconciliées. Je vous ai parlé de heurts qui ont eu lieu en 1860, qui ont coûté 12 000 morts au Liban. Se sont produits dans une région spécifique qu'on appelle le Chouf, en fait la montagne libanaise, notamment dans cette région-là. J'ai une amie qui a fait une thèse de doctorat sur la démographie de la guerre au Liban, la guerre civile 1975, et elle a retrouvé dans ses études quelque chose d'incroyable. D'incroyable. La milice chrétienne a surtout recruté dans une banlieue de Beyrouth qui est habitée depuis 1860 par les familles chrétiennes qui ont émigré la montagne au moment des massacres de 1860. Donc ça, c'est 1860. En 1975, 115 ans après, c'est dans cette banlieue-là où il y a eu le plus de jeunes qui ont voulu combattre pour défendre les chrétiens. C'est significatif quand même. Donc la mémoire non réconciliée, elle se transmet. Il y a maintenant des experts qui veulent même dire qu'elle se transmet génétiquement, la mémoire non réconciliée. Donc elle se transmet non pas d'une génération à l'autre, d'un siècle à l'autre.
Et il y a un vrai problème au Liban avec la mémoire non réconciliée, et notamment la guerre civile 75-90. Je vous ai dit, on a terminé la guerre avec une amnistie et on a dit tout le monde a gagné et personne n'est responsable de ce qui s'est passé dans le pays. Cinquièmement, l'exploitation superficielle du modèle interreligieux et de vivre ensemble. J'ai horreur de voir une photo d'un cheikh à côté d'un prêtre avec leurs habits respectifs. J'ai horreur de ces choses. J'ai horreur de voir une religieuse avec une femme voilée. Parce que c'est la forme la plus superficielle de vendre le vivre ensemble. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine, ni l'habit qui fait le vivre ensemble. C'est trop superficiel. Le vivre, et on a beaucoup exploité de cette superficialité de vivre ensemble. Ça mène à un double discours. On prend des photos ensemble, comme malheureusement certains de ces rencontres de dialogue interreligieux, on prend des belles photos ensemble, mais en réalité, on ne se dit pas les choses qu'il faut qu'on se les dise. Et on ne traite pas les sujets qu'il faut qu'on traite. Et donc, le vivre ensemble n'est pas une affaire superficielle. Et malheureusement, l'exemple du Liban, parce qu'il se porte à ça, parce que partout où vous regardez au Liban, vous pouvez prendre une photo, un clocher avec un minaret. Partout, vous verrez dans les rues la mixité religieuse au Liban. Donc, le pays s'offre à cette forme superficielle. Mais elle est superficielle et elle a été trop exploitée. Et parce qu'elle a été trop exploitée, elle a banalisé les fondements, je dirais, de vivre ensemble et les défis d'un vivre ensemble. Sixièmement, l'injustice sociale. On ne peut pas vivre ensemble entre opprimants et opprimés. On n'accepte plus les paroles de Saint Paul dans sa lettre à Philémon qui disait « Aime ton maître, toi, esclave ». Non, l'esclave n'est pas invité à aimer son maître. Il est invité à se révolter contre son maître s'il est esclave. Et donc au Liban, malheureusement, dans les années où les 30 glorieuses, si vous voulez, si j'utilise un vocabulaire européen, 50, 60, 70, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une élite qui s'est enrichie dans le pays en laissant en marge des frontières ou des zones frontalières, et notamment malheureusement les zones chiites, donc du sud du pays et de l'intérieur, sans aucun développement. Ce qui a abouti en partie à l'émergence d'un parti comme le Hezbollah et d'une milice comme le Hezbollah qui aujourd'hui détruit le vivre ensemble et détruit l'État libanais. Septièmement, les ambitions politiques, la corruption. Je pense on en sait suffisamment combien la corruption peut saper les fondements d'un État, et sans un État citoyen, encore une fois, on ne peut pas vivre ensemble. Huitièmement, l'islamisme. Les temps ont changé. Dans les années, au début du XXe siècle, le débat c'était, si vous vous souvenez, j'ai dit, entre choisir d'être nationaliste arabe ou nationaliste libanais ou protégé par l'Occident ou par la France. Les temps ont changé. L'arabisme s'est effondré et malheureusement, il y a une autre forme de nationalisme qui a pris ça, qui l'a remplacé, c'est le nationalisme religieux musulman, c'est l'islamisme. Sauf qu'au Liban, l'islamisme, ce n'est pas l'islamisme sunnite que le monde connaît davantage, c'est la révolution islamique, donc c'est l'islamisme chiite iranien qui prône une révolution islamique préparant le retour du Mahdi. On est dans une perspective messianique, suicidaire et destructrice de l'État et de la société libanaise, et donc bien sûr du vivre ensemble. Quand vous dites à un Libanais aujourd'hui chrétien, on veut vivre ensemble, il me dit, comment je vis avec des fous qui veulent tout détruire pour le retour du Mahdi? Moi non plus, je ne veux pas vivre ensemble dans cette perspective-là. Neuvièmement, la défaite de l'État. L'État est un instrument du salut terrestre. Si les religions prennent un salut céleste, mais sur la terre, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux qu'un État, et un État juste, un État de droit, qui permet à des gens de vivre ensemble dans un cadre légal et un cadre de droit et de liberté. Et dixièmement, c'est l'hypocrisie de la communauté internationale. Alors, ce n'est pas pour faire un équilibre avec ce que j'ai dit de la candidate à la présidentielle, mais malheureusement, je suis obligé de le dire, même si je voterai pour lui, mais la photo d'Emmanuel Macron à Beyrouth le lendemain de l'explosion du port de Beyrouth, prenant dans ses bras les jeunes Libanais, exprimant toute la solidarité de la France avec eux,
a été effacé quelques minutes après, quand il a rencontré ce qu'on appelle à la résidence des Pins, donc à la résidence de l'ambassadeur de France, tous les corrompus, y compris aussi les représentants de Hezbollah, qui sont responsables de cette explosion et responsables de l'implosion de l'ensemble du pays, et les a réhabilités dans leur rôle politique au Liban. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie dans la politique internationale. Je peux m'expliquer là-dessus s'il y a quelqu'un qui est offusqué ou offensé par ce que je dis de Macron, même si, encore une fois, j'ai dit, et je leur ai dit, je voterai pour lui, c'est un exemple, je donne. Parce qu'on a beaucoup utilisé aussi cette photo, comme on utilise la photo d'une religieuse avec une femme voilée, Macron prenant dans ses bras les jeunes dans les rues de Beyrouth. Mais ça représente aussi l'ONU, ça représente l'administration américaine, ça représente donc beaucoup de puissances internationales qui, quand vous leur dites sauver le Liban, ils vous répondent ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est stabiliser la situation avec l'Iran et voir comment on peut piquer quelques milliards de dollars des Saoudiens ou des Émiratis ou autres. Donc le Liban n'est plus justement ce modèle qui mériterait, selon malheureusement les décideurs politiques du monde, à être protégé, à être sauvé et à être remis sur pied. Pour conclure, le vivre ensemble, en fait, c'est apprendre à être pluraliste. On ne peut pas vivre ensemble sans le pluralisme. Donc le pluralisme, j'ai essayé de le présenter dans ses différentes formes, religieuses, culturelles, politiques, mais sans le pluralisme, on ne peut pas vivre ensemble. Et pour le pluralisme, je pense qu'il faut les libertés. Il faut des droits et des libertés, notamment la liberté de conscience, la liberté d'expression, mais aussi il faut du courage, notamment auprès du croyant, pour qu'ils eux-mêmes transforment le vivre ensemble d'un slogan qui peut facilement être vidé de son sens en un engagement qui transforme non seulement la société, mais la vie des personnes qui s'y engagent. Et je peux témoigner que c'est une aventure très très belle, même si on reçoit beaucoup de coups. On peut traverser beaucoup de déceptions, la mienne d'ailleurs, le titre de ma conférence, mais en même temps, c'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue et que je ne l'ai pas abandonnée. J'ai dit au début de mon discours, c'est un échec, mais mon objectif, c'est d'apprendre de cet échec pour relancer cette aventure au Liban et ailleurs d'ailleurs, mais sur des bases plus solides. Je vous remercie. Si. Tu terminais en disant passer d'un slogan à un engagement. Dans un contexte très différent du Liban, en France, on entend aussi, et souvent dans des milieux d'église, dire bon, le vivre ensemble, c'est passé, c'était une mode, et tu as raison de dire que ça peut être un slogan ou ça peut être un engagement, et tu as bien précisé quels étaient des critères qui le permettaient ou pas dans la situation du Liban. Maintenant, je voudrais donner la parole s'il y a des questions des uns ou des autres, oui, à partir de ce que vient de dire Fadi. Oui. Merci. Bonsoir. Je suis Aznar Alakbous, je suis un étudiant, un doctorant. J'intéresse la question des subsahariens chrétiens au Maroc. Et je suis aussi d'une mère maronite, libanaise, alors que je suis fier, bien sûr. إذا بتسمح لي بحكي أنا بالعربي. Il n'y a pas de problème pour moi. D'accord. Non. Allez-y et je traduirai après. D'accord. أنا بشوف إنه المشكلة بلبنان هي أكيد أنا بحس إنه أنا لبناني أكثر منه مغربي لأنه عندي الجنسية المغربية أكيد. On fait un équilibre parce que je me sens marocain d'une certaine manière. Donc. Ah d'accord. Ça fait vraiment plaisir. ولأنه خلقت وربيت بلبنان أنا شوي ربيت بلبنان بضع سنين بحس إنه أنا أتشي للبنان أكثر.
بحس انه انا ماروني كمان، على اعتبار انه هي المارونيه منا بس طائفه ضمن لبنان، بس هي قلب لبنان اذا بدك. اكيد دكا اكيد انه موضوع العيش المشترك هيدا بلبنان انطرح مع الاستاذ تبعي مؤخرا لما كنت عم بحكي عن الموضوع الجيب سحريان وماروك. قال لي انه اذا في مجال بتعمل هيك مقارنه، خصوصا انه بيعرف انه من لبنانيه، قال لي ليش ما بتعمل هي المقارنه بين العيش المشترك بلبنان وبالمغرب كمان. فالفكره كانت كتير مهمه، بس رجعني لكتير مواضيع هلا حكيت فيها بخصوص شو هو العيش المشترك بلبنان، وذكرني بهي الزوناج اللي بلبنان، وبانه البلد مقسم، وحتى ببيروت اللي بالاشرفيه اكيد بنعرف مين هو، واللي بالضاحيه اكيد بنعرف كمان مين هو. فهيدا الموضوع خلاني افكر انه بركي انه موضوع العيش المشترك بلبنان مختلف عن الموضوع بالمغرب، لانه بالمغرب في وضع جديد عليه ومختلف نوعا ما. انا بشوف ان المشكله بلبنان هي مشكله اتفاق الطائف. اوكي. اتفاق الطائف اللي كان الهدف منه هو اخماد نار الحرب بلبنان، بس انتهى بحقائب، ومين بده ياخذ الحقائب السياديه. pour une autre question de En résumé. Comment? En résumé, c'est-à-dire إذا فيك Je vais résumer. باختصار. Pour Mouafaka, je suis vraiment satisfait de ce genre de conférence que vous faites pour nous, en fait. Mais je crois que cet institut doit sortir de leur mur pour communiquer l'environnement marocain. Parce que le problème du vivre ensemble, ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Je comprends bien ce que je dis parce que je suis très attaché avec les subsahariens chrétiens. Je sais bien qu'il n'y a pas un statut chrétien pour les Marocains. Je suis venu à Mouafaka pour avoir des cours et je suis interdit parce que je suis un Marocain. Alors, ce sont des questions très importantes. Il ne faut pas maquiller. Je vais répondre à la première question, parce que la deuxième ne concerne pas la conférence, mais d'une certaine manière. Mais juste rapidement, la question par rapport aux accords de Taïf. En fait, c'est les accords qui ont mis fin à la guerre, donc 89-90. On a peut-être une vision divergente par rapport à cela, parce qu'à mon avis, les accords de Taïf, c'est une sorte de renouveau de la Constitution, mais une retouche qui n'est pas fondamentale. Donc moi, je ne mets pas le problème dans les accords de Taïf, moi je mets le problème dans l'impunité qui a accompagné les accords de Taïf. C'est-à-dire on a fait des accords pour mettre fin à la guerre. Tout ce que le Taïf a fait, c'est que le pouvoir au Liban était partagé 55% pour les chrétiens et 45% pour les musulmans, parce que ceci est fondé sur le dernier recensement qui a eu lieu au Liban en 1932, le dernier recensement qu'on a fait au Liban. Et à l'époque, les chrétiens étaient 55%. Et donc, on a réparti le pouvoir politique parlementaire, notamment sur cette base-là. À la fin de la guerre, les musulmans ayant été un peu, d'une certaine manière, les vainqueurs avec l'appui syrien de la fin de la guerre. Donc, on a accepté de faire 50-50, la parité. Mais donc, c'est une retouche par rapport aux questions fondamentales. Mais le vrai problème, à mon avis, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est qu'avec les accords de Taïf, on a voté une loi d'amnistie sur l'ensemble des crimes de guerre qui sont produits, ce qui a réhabilité tous les chefs de guerre et qui gouvernent jusqu'à aujourd'hui. Le pays, hein, pour donner un exemple, ils sont tous pareils. Hein. Le speaker, le président du Parlement au Liban, donc c'est le chef de la milice chiite Nabih Berri, qui était le chef de la milice jusqu'en 92 élu député, président du Parlement depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Donc, et tous pareils, tous les autres. Je donne un exemple parce que c'est un peu le plus anecdotique. On fait beaucoup de blagues à partir de là. Mais c'est ça le problème. D'autres questions ? Dans l'esprit de vivre ensemble, est-ce qu'il y a la liberté de conscience? Est-ce qu'il y a beaucoup de couples mixtes? Alors, la liberté de conscience est
est essentielle. Je l'ai dit, moi, on ne peut pas vivre ensemble sans liberté. Donc la liberté de conscience et toutes les autres libertés, pas que la liberté de conscience. Au Liban, le Liban était le seul pays arabe qui a inscrit dans sa constitution, depuis sa fondation, en fait, le respect absolu, la constitution dit textuellement, de la liberté de conscience, et la constitution continue, qui est la mère de toutes les libertés. Et ça, c'est depuis 1926, on a ça dans la constitution. Heureusement, maintenant, il y a d'autres pays arabes qui avancent sur ce chemin-là. La Tunisie, il y a quelques années, a reconnu la liberté de conscience, avec quelques ambiguïtés dans la Constitution, mais donc au Liban, c'est fondamental. Alors, par rapport au mariage mixte, il y a un beau livre, c'est le résultat d'une thèse de doctorat donc faite par une jeune chercheuse allemande. Le livre s'appelle « Le cèdre islamo-chrétien ». Et si ça vous intéresse, donc de lire davantage. Et cette thèse, ce livre parle, en fait, c'est une enquête sur les mariages mixtes au Liban. Et le rôle des mariages mixtes dans la société libanaise. Il y en a, ce n'est pas des masses, mais ça existe. Et je pense que, mais ça c'est juste une impression, je n'ai pas de chiffres, mais mon impression est qu'il y en a de plus en plus de mariages mixtes parmi la jeune génération au Liban. Ouais. Malheureusement, comme j'ai dit, la Constitution le permet, mais il n'y a pas de loi pour contracter le mariage civil au Liban, donc il se marie à l'extérieur du pays, sauf il y a un débat autour de cela, parce qu'en fait, comme la Constitution le permet, certains notaires ont accepté de signer de contrats de mariage civil au Liban, même si on n'a pas de loi, mais un peu pour provoquer le gouvernement libanais sur ce plan-là. Non, on peut se marier civilement. Ouais. Alors, il y a des questions à la salle, mais je voudrais lire une des questions là, qui est arrivée sur l'ordinateur. Le vivre ensemble nécessite la liberté d'expression. Cette liberté est-elle sans limite? Cas du Coran brûlé actuellement en Suède. Des grandes questions, mais ça c'est une question permanente, je veux dire. Il y a quelques années en France, si on a tout le temps le cas de Samuel Paty en France et d'autres. Le rapport de la liberté d'expression par rapport à la liberté de conscience et des religions. Pour répondre simplement, non, la liberté d'expression n'est pas absolument illimitée. D'ailleurs, dans toutes les lois, y compris en France, là où je pense c'est un des pays où on a élargi le plus l'espace de la liberté d'expression, mais tous les États, et d'abord par intérêt politique, pas par intérêt social ou culturel, tous les États mettent toujours une condition, à condition que l'ordre public ne soit pas atteint. Ou la stabilité, ça dépend des lois et des constitutions, on ajoute cela. Donc il y a toujours une limite. Mais en fait, le plus important, à mon avis, ce n'est pas la limite, c'est l'interprétation de la limite. Et ça c'est culturel, et c'est religieux, et ça, c'est très important. Parce que, bien sûr, moi, je suis le premier offusqué, et je refuse que n'importe quel signe religieux soit traité donc, comme tu as brûlé un Coran, ou brûlé une Bible, ou je ne sais pas. Ça, c'est de la bêtise humaine, je veux dire. Mais ça n'a rien à voir avec le vivre ensemble, ça. Si parfois certains des amis ou des proches musulmans de moi qui s'offusquent de mes positions par rapport à cela, parce que je me dis si parce que, par exemple, il y a eu, ça a commencé en Hollande, des caricatures contre le prophète, si à cause des caricatures là-bas, on a brûlé un quartier à Beyrouth, on a cassé, si ceci justifie cela, c'est pas du vivre ensemble, ça. Il faut de la maturité aussi dans le vivre ensemble, et il faut de la maturité pour aussi savoir contenir le mal. Brûler un Coran, c'est du mal, c'est un acte mauvais, mais la réponse au mal, c'est pas le mal, et ni le refus, ni la coupure des relations. C'est pas parce qu'il y a des fous qui ont brûlé un Coran que les musulmans doivent ne plus aimer ou parler avec les chrétiens. S'il y a un fou qui a brûlé le Coran, c'est un fou qui a brûlé le Coran. Il faut avoir suffisamment de maturité pour dire on ne va pas faire pareil. Ça, c'est un fou, il faut le ridiculiser, mais on ne fait pas comme lui. Donc, ça, c'est très important. Ah, il y avait quelqu'un, après je vous donne la parole, sur l'image avec laquelle tu as continué.
qui était choqué de ton ironie sur... voilà. Vous êtes choqué par le fait qu'une religieuse chrétienne et une musulmane voilée s'affichent ensemble. N'est-ce pas, au contraire, l'affirmation d'acceptation apaisée de l'une par l'autre? Vous savez qui utilise le plus ces images? Moi, je suis souvent invité, par exemple, pour nommer un pays, mais on peut nommer beaucoup d'autres, en Iran. Mais ils aimeraient que j'arrive avec mon habit religieux et qu'ils me prennent en photo avec les mullahs. C'est de la propagande. Je ne dis pas que je ne respecte pas qu'une religieuse soit avec une femme musulmane et qu'ils partagent des choses ensemble. Je ne dis pas ça. Je dis de la propagande qu'on fait des images. Prenez une photo de Beyrouth où vous voyez la belle grande mosquée de Beyrouth avec la belle cathédrale l'une à côté de l'autre et on dit ça c'est le vivre ensemble. Non, ça c'est pas le vivre ensemble. Parce que l'archevêque de Beyrouth, quand on a construit la mosquée qui n'existait pas, c'est que la cathédrale existait avant, on a voulu construire une mosquée plus grande que la cathédrale. Donc, on a construit une mosquée plus grande que la cathédrale avec des minarets très hauts. L'archevêque de Beyrouth a récolté 3 millions de dollars alors que les gens ont bavé pour vivre, pour construire un clocher qui déforme l'architecture de l'église qui est une réplique de Santa Maria Maggiore à Rome, pour que le clocher soit plus haut que le minaret. Et vous me dites, ça c'est du vivre ensemble. Ça c'est de la bêtise humaine et de la propagande. Donc, moi je dis de l'exploitation de l'image. Je ne dis pas que le fait qu'une religieuse soit avec une femme musulmane ou un prêtre avec un cheikh, pas ça, bien sûr. Shukran. Merci pour votre conférence. Ça, pour moi, je crois que ça a été un miroir pour nous de nous voir dans la situation. Pour notre jeune ici qui cherche, il y a une grande différence entre vivre ensemble au Liban et la tolérance qu'on a entendue ici au Maroc. On tolère, on est gentil de tolérer que vous êtes chrétien. Mais je suis d'accord avec vous pour la photo, parce que quand on voit un imam de la mosquée prendre une photo avec un prêtre, c'est pas grand-chose. Mais si un imam de la mosquée marocain prend une photo avec un Marocain converti au christianisme, là, la photo prend une autre valeur. Mais pas seulement officielle. Ma question, on peut être peut-être 90, moi j'ai 90% d'accord avec vous, mais il y a une 10% qui... c'est un sujet en vue, mais avec des bombes, ce n'est pas facile. Mais une question qui peut être actuelle avec les élections au Liban, et c'est liste entre les partis et les courants, parce que parfois, quand je ne suis pas d'accord, quand je vois il y a des chrétiens qui soutiennent Hezbollah et Hezbollah soutient des chrétiens, ça, je comprends qu'il y a quelque chose de solide, parce que parfois, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je sais que Hezbollah, parfois, c'est un garant pour les chrétiens. Sinon, ils auraient été éliminés par les sunnis corrompus de toute façon. Alors, quelle est votre image de ces alliances chrétiens, musulmans, sunnis, chiites? Merci. Merci. Il y a deux genres d'alliances ou deux formes d'alliances interconfessionnelles pour les élections à venir maintenant, parce que normalement on va voter au Liban le 15 mai pour les élections législatives. J'ai dit parmi les raisons en fait de l'échec, c'est l'obstruction du changement que l'autorité politique est en train de faire, y compris par rapport à ces élections. On fait tout pour que ces élections reproduisent en majorité ceux qui sont actuellement au Parlement et qui sont là depuis la fin de la guerre. Donc j'ai peu d'espoir en fait dans ces élections, sauf que peut-être ça introduira au sein du Parlement quelques voix divergentes donc, qui viendraient de ces jeunes qui ont fait un peu le soulèvement en 2019, octobre 2019, ce qu'on a appelé le nouveau ou le second arabe printemps de Beyrouth.
Et donc aujourd'hui qui s'organisent en des listes et qui se présentent aux élections. Donc il y a deux genres d'alliances interconfessionnelles. Vous avez l'alliance que vous avez citée, Aoun, Hezbollah par exemple, mais il y en a pareil d'autres dans d'autres listes qui reflètent en fait cette coalition qui a fait aboutir le Liban à sa situation actuelle. Là, on a des points de vue différents, je respecte votre point de vue, mais mon point de vue, c'est le Liban est complètement détruit aujourd'hui à cause de ce genre d'alliances qui prétendent être des alliances interconfessionnelles pour protéger telle ou telle autre communauté, mais en réalité, c'est en fait pour détruire le pays. C'est d'ailleurs le résultat qu'on le voit. Qu'ils disent que si Hezbollah est responsable ou non des nitrates d'ammonium qui ont été déposés pendant des années au port, personne n'osait les faire bouger, on a détruit une capitale avec ça. Qu'ils le disent et après je verrai si cette alliance a du sens ou pas. Donc l'autre forme d'alliance interconfessionnelle, c'est avec les listes des jeunes en fait qui ont fait un peu ce soulèvement. Et là, vous avez des vraies alliances intercommunautaires, c'est-à-dire sur les mêmes listes, des gens qui se présentent, mais avec un agenda citoyen, souvent pluraliste, très intéressant, peut-être trop avant-gardiste pour la situation actuelle du Liban. J'espère que quelques-uns, au moins parmi eux, arriveront au Parlement. Et là, à mon avis, vous entendrez une voix très divergente de ce qu'on a l'habitude d'entendre des partis politiques, de l'establishment, de ceux qui sont là depuis la guerre. Je vais les saluer d'ailleurs, parce que ces jeunes sont très courageux de se présenter aux élections, alors qu'il y a un pouvoir milicien et mafieux qui fait tout, en fait, avec des menaces permanentes, et j'en sais quelque chose quand je parle de menaces, je parle personnellement des choses dont je suis témoin, et ils le font. Et je les salue tous. C'est des jeunes, certains, beaucoup sont des amis, certains même, je vais le dire, il y a des gens de ma fondation aussi, là où j'ai passé mes 15 dernières années à militer, qui ont pris la décision de se présenter aux élections et donc de montrer un autre exemple. C'est extrêmement courageux parce qu'on peut payer de notre vie, et beaucoup l'ont fait, d'autres ont dû quitter le pays pour ne pas mourir. Donc, j'espère que certaines de ces voix apporteront un peu un autre son de cloche. Quelqu'un de ta fondation qui s'appelle Agapios, qui est prêtre grec catholique marié avec 2 grands-enfants, et ont participé à un séminaire commun à Marseille, à la Maison de la Sagesse, et on lui demandait s'il n'avait pas eu envie de partir. Il dit, pour nos 2 enfants, on envisage des études en Europe. Mais avec ma femme, on veut rester au Liban, sinon les centaines de gens qui sont mortes dans l'attentat du port de Beyrouth seront mortes pour rien. Un engagement. Alors, dans un des apports d'Internet, en complément de ce que tu disais sur les mariages mixtes, quelqu'un nous dit « Je vous conseille aussi la lecture de la thèse de Jessica Hanna, Le mariage civil », qui a été soutenue à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Très bien. Voilà. Et puis une autre question, après tout ce que tu as dit, comment concevez-vous un programme pour une amélioration pour l'avenir ? Je ne suis pas candidat à la présidence du Liban pour présenter mon programme. Je serais tenté peut-être de le faire si ça apporterait quelque chose. Je pense que le programme devrait commencer par la reconnaissance du danger des dénis successifs que nous avons vécus au Liban et qui ont amené à une impunité sans limite. Donc il faut commencer par là. Mais pour commencer par là, il faut d'abord démilitariser le Hezbollah. On ne peut pas faire ça quand vous avez une balle dans la tête. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, et c'est pour cela c'est un enjeu régional et international. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans la communauté internationale. Parce que si laisser le Hezbollah régner au Liban vaudra quelques contrats pour Total ou d'autres compagnies ou autres, d'ailleurs en Iran, c'est le prix, c'est pas seulement le Liban qui est en train de payer le prix, c'est
c'est les Libanais qui sont en train de payer le prix. Et tu citais tout à l'heure la parole de Jean-Paul II qui dit que donc, la disparition du Liban serait sans doute l'un des grands remords du monde. Le problème, à mon avis, qu'il s'est trompé. Le Liban peut disparaître et le monde s'en fout. C'est ça le vrai problème. Et c'est ça ce qui est un peu démoralisant pour nous aujourd'hui, c'est de savoir que cet exemple de vivre ensemble ne vend plus. Ou bien on ne le veut pas. Si la France voulait apprendre du vrai vivre ensemble du Liban, on aurait une autre politique française au Liban, je pense. Et je parle de la France parce que c'est mon pays, mais je parle autant des États-Unis et d'ailleurs. Donc le problème, à mon avis, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une conjoncture politique internationale qui n'est pas favorable à un changement réel au Liban, parce que la tendance politique internationale, c'est le renforcement des politiques d'identité, c'est le nationalisme, et ce n'est pas le respect du pluralisme et donc des modèles de vivre ensemble. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous n'avons pas de chance, je pense, que le Liban est en train ou risque de disparaître à un moment où on n'a pas besoin de lui. Et du coup, sa disparition ne ferait pas beaucoup de remords. Ça, c'est le vrai problème. Alors, est-ce qu'il faut baisser les bras? Non, bien sûr que non. C'est pour cela que j'ai salué tous mes amis, mes collègues, ces jeunes qui prennent des risques et qui essayent encore d'apporter du changement. Donc, pour finir, la première chose, c'est de sortir du déni et de dire ce qui est mauvais, et donc nommer les choses. Mais quand on nomme les choses, on prend des risques très, très importants. Il y a des gens qui sont courageux et qui le font. Et deuxièmement, sortir du slogan de vivre ensemble, donc propagandiste, et aller vers un vivre ensemble citoyen pluraliste, fondé sur ce que j'ai essayé de dire, les critères. Écoute, tout simplement, ce qu'a fait Adiane et ce qu'on n'a pas réussi de faire, peut-être, parce que aussi c'est peut-être tu vas sentir que je suis sur une tonalité un peu pessimiste, alors que ceux qui me connaissent savent que je suis je mets la barre assez haute et je suis quelqu'un de très visionnaire, mais en même temps réaliste. Donc la Fondation Adiane a été créée pour une chose précise, pour sortir du dialogue interreligieux classique, disons de la photo, vers des fondations de vivre ensemble réel et donc une société pluraliste. Nous avons essayé de faire ça au Liban, nous sommes en train de le faire en Irak. Adiane maintenant a un bureau en Irak, nous travaillons au Yémen, dans beaucoup d'autres pays du monde et même au niveau international avec des décideurs sur ces questions-là. Pour donner un exemple, j'ai eu la chance de diriger et l'honneur de diriger la stratégie nationale de l'éducation au vivre ensemble au Liban pendant 6 ans, qui a contribué à une réforme d'une partie des programmes éducatifs au Liban, y compris une partie de l'éducation religieuse, où on a réussi à développer ensemble, autour d'une même table, et ceux qui me connaissent savent qu'une bonne partie de mes cheveux blancs sont à cause de la gestion de ce projet avec toutes les communautés religieuses, le mener autour d'une même table. Le plus difficile n'était pas les chrétiens musulmans, c'était sunnites chiites de s'accorder à une même, ou bien chrétiens, orthodoxes, catholiques et protestants. Mais tous ensemble, on réussit à produire, avec notre aide, un manuel d'éducation aux valeurs de vivre, manuel interreligieux aux valeurs du vivre ensemble. Donc on ne parle pas du dogme, mais des valeurs du vivre ensemble dans une perspective religieuse. On a mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent. On a imprimé ce manuel pour tout le monde. On a fait un guide pour les enseignants. On a formé les enseignants et les coordinateurs dans les communautés religieuses parce que l'enseignement religieux au Liban est géré par les communautés religieuses. Aujourd'hui, les manuels sont dans les dépôts. Les communautés religieuses ne les utilisent pas. Chrétiens et musulmans. Dans ce programme aussi, nous avons réussi à introduire ce qu'on appelle le service communautaire au niveau du lycée. Donc chaque étudiant, chaque lycéen doit faire 60 heures de service communautaire dans une région
différente de la sienne pour être en interaction avec d'autres étudiants d'autres régions. Ça marche plus ou moins. On a réussi à sortir un décret ministériel pour ça. C'est devenu obligatoire. On ne l'applique pas à 100%, mais ça marche. Et puis, on a le plus important, on a réformé le curriculum de l'éducation civique citoyenne et le curriculum de philosophie et des civilisations. Et ces deux curriculums ont été avortés parce que pour avoir un curriculum au Liban, on a mis 3 ans pour les développer avec des experts qui ont travaillé pendant 3 ans, mais il fallait que le Conseil des ministres les avalise parce qu'un curriculum au Liban, c'est une loi. Il faut que ça devienne une loi. Et donc, il fallait que ça passe par le Conseil des ministres. Et il y a un parti politique que j'ai beaucoup nommé, peut-être qu'il ne faudrait pas le renommer encore une fois, qui a demandé l'arrêt et qui les a arrêtés. Donc, on a essayé de faire beaucoup de choses. On a réussi sur certains plans. À mon avis, on a surtout réussi à former beaucoup de jeunes sur le sens de la citoyenneté et le pluralisme. Et une bonne partie d'eux étaient les leaders de cette révolte ou de cette rébellion en 2019. Et j'en étais très fier de les voir dans les places publiques crier pour un Liban uni et citoyen. Mais voilà, il y a des échecs et des réussites et j'aime être réaliste et présenter les deux. Et encore une fois, dire qu'en politique, ce n'est pas les bonnes intentions qui construisent le vivre ensemble. Il y a aussi des conditions très concrètes, terre à terre, qu'il faut qu'elles existent. C'est moi qui vous remercie pour conclure et pour souhaiter un Ramadan Karim à tous ceux qui, donc nos confrères et consoeurs qui vivent le Ramadan et joyeuse fête de Pâques catholiques ou orthodoxes. On est entre les deux maintenant, c'est le bon moment de souhaiter et de redire à ma joie d'être au service de cette belle institution Al-Muwafaqa. J'ai entendu certains voudraient qu'elle prenne plus de rôle, mais je pense que c'est comme un grain de blé, cet institut. Je l'ai accompagné depuis sa fondation et je suis certain que c'est une belle présence en cette belle terre et en ce beau pays aussi. Merci.